Il y a un documentaire Arte sur Javier Milei, l'Argentine dans la tourmente, Milei le grand sauveur pour l'interrogation. Alors déjà j'ai vu le titre et j'ai envie d'y hurler, mais j'avais jamais vraiment fait de focus profond sur qu'est-ce qui s'est passé en fait quand Milei a pris le pouvoir, c'est quoi le contexte de la société argentine. Voilà, pour les gens qui n'ont pas la ref, c'est le président argentin depuis là quelques années là, qui est arrivé au pouvoir en Argentine sur un programme vous savez, c'est le mec à la tronçonneuse là en mode programme de démantèlement total de l'État, libertarien. On va couper massivement dans l'État, notamment la partie sociale de l'État, tout filer à des entreprises privées. L'Argentine qui est un pays en crise depuis des années, avec une hyperinflation structurelle. Bon, il a réussi à ne pas inverser le cours de l'inflation, quoi. Mais ça, c'est le truc à Fuera, etc., etc. Alors oui, ça va totalement à contresens de l'histoire de l'Amérique du Sud. Même si en vrai, la tendance a toujours été entre austérité et gauche libérale, un petit peu à l'européenne, mais avec une structure économique qui est bien moins solide qu'en Europe. Parce que pays du Sud qui généralement vivent d'industrie d'extraction, non pas de... Donc il y a encore qui subit énormément les échanges inégaux entre pays du Nord global et pays du Sud global. Mais voilà, dites-vous, genre, parce que moi j'ai passé mon année à l'étranger pendant mes études en Argentine, et j'ai pas mal de potes argentins qui n'ont plus de travail. J'en ai pas mal qui ont déménagé en Europe pour ceux qui avaient la thune de le faire. Et autant ceux qui avaient la thune de le faire, ça veut dire ils avaient suffisamment d'argent pour être pas très riches en Europe. Je suis assez curieux du coup de ce que va en dire ce documentaire Arte. Est-ce qu'ils vont sucer Milei? Est-ce que ça va être Arte Allemagne ou ça va être un peu en mode oh là là, Milei c'est pas très bien, mais en même temps avant la gauche c'était pas bien non plus. Oh là là vraiment, qu'est-ce qui se passe en Amérique latine? Peut-être que Milei peut amener un choc dans la société, on sait pas. Voilà. Vive la liberté, bordel! Vive la liberté, bordel! Et ce mec est l'idole de tous nos libertariens débiles qui vous vendent arnaque sur arnaque sur TikTok et sur YouTube Shorts, hein, bien évidemment. Au fond, l'élection de Milei est l'expression d'un désarroi. Ministère des Transports, à dégager! Ah putain, c'est Arte Allemagne, j'en étais sûr, c'était les Allemands! Le nouveau chef de l'exécutif prône une thérapie de choc libérale. Une cure d'amaigrissement radical pour l'État argentin. Pour moi, c'est le pantin des grands patrons. De nombreux Argentins se mobilisent. Oui, parce qu'il y a eu des mouvements sociaux, mais de fous en Argentine, réprimés avec une violence terrible. On n'en a pas parlé en France, mais il y a eu... c'est une dinguerie, le tir de répression policière qu'il y a eu des manifestations en Argentine, etc. Oui, c'est littéralement... Ça, c'est le fascisme par la voie crari libertarienne, on va enlever l'État. Le pays enchaîne les crises depuis des décennies. Il a pourtant été, à une époque, le plus riche du monde. L'Argentine fait des va-et-vient. Elle passe d'un extrême à l'autre. Ah là, ça fait longtemps qu'elle est dans un extrême. Hein. Oh là là, l'Argentine a été le plus riche du monde. Oui, ok, quand ils sortaient de la période coloniale, bravo. Bah oui, ils avaient des mines d'argent et ils les envoyaient partout. Et techniquement, ils avaient du fric, mais c'est toute l'élite qui l'avait. Le pays le plus riche du monde. Oui, bah oui, quand c'était encore espagnol, quoi. Question complètement con, mais pourquoi ils sont blancs alors qu'on est en Amérique du Sud? Alors, il y a une expression en Amérique latine qui dit que les Chiliens, enfin les Chiliens et les Péruviens descendent des Incas, les Mexicains descendent des Mayas et les Argentins descendent du bateau. C'est faux. Il y a toujours eu des populations natives en Argentine, mais pas pour rien que l'Argentine a été un pays de destination privilégiée des nazis. Alors, outre le fait que Perón, dont on vous parlait là, vous savez, le mélange entre De Gaulle et Pétain, a fait venir des ingénieurs nazis pour développer l'Argentine. Hein. Donc, outre ça, il y a eu globalement génocide sur génocide, colonisation sur colonisation. Ils avaient même des esclaves noirs à l'époque, et ils se racontent tous l'histoire que ah, mais les esclaves, ils sont tous morts dans l'incendie du port de Buenos Aires en je sais pas quelle année. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas de noirs chez nous. Non, c'est faux. Les esclaves noirs ont aussi subi la politique de la propreté du sang, la limpieza de sangre, et en fait ont été métissés de force aussi. En vrai, en Argentine, la blancheur de la peau est un marqueur de classe, comme partout en Amérique latine. Quand vous allez voir des pauvres, ils vont avoir plus d'ascendance indigène, on va dire, et souvent il y a un petit peu aussi un mélange de sang africain qui a été lavé. Et plus vous allez monter dans les classes sociales, plus vous allez voir des blancs. Après, Messi était pauvre et blanc convaincu. Ah, je ne dis pas qu'il n'y a pas de blancs pauvres. Je dis davantage que c'est plus difficile de trouver des indigènes riches que des blancs pauvres. Globalement, c'est pas compliqué de trouver des pauvres en Argentine. Pour vous la faire courte, globalement, l'Amérique latine, sous dictature, vénère à cause des États-Unis, la CIA, etc. Vous connaissez le Chili, Allende, tout ça, blabla. L'Amérique latine, à peu près, tout est sous dictature néolibérale,
qui a été vraiment un des laboratoires du néolibéralisme, c'est les dictatures militaires latino-américaines. Et ensuite, dans les années 90, la vuelta a la democracia, le retour à la démocratie. Du coup, comme ça faisait un petit moment que les opposants aux différents régimes dictatoriaux, qui étaient notamment des opposants de gauche, qui avaient beaucoup théorisé, notamment sur la dépendance, les inégalités nord-sud, etc., étaient en mode « Ah, enfin, on va pouvoir y aller, quoi. On va pouvoir changer le pays, etc. » Et du coup, ils ont été foutus sous ah ben non, en fait, on va vous foutre une dette très chère. Donc les dettes illégales contractées sous la dictature, elles sont plus illégales, voilà, elles sont dues, voilà. Du coup, on vous met sous tutelle du FMI, donc du Fonds monétaire international. Vous êtes obligé de faire des politiques d'austérité, etc. Donc en fait, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, hein, voilà. On vous enlève on vous enlève la dictature, mais on vous garde quand même la tutelle économique. Donc, c'est pour ça, voilà, le fameux traitement de choc, que ça a été en mode, bon, revenez à la démocratie, mais on vous impose des cures d'austérité forcées, avec des taux de change absolument faramineux, et une politique néolibérale intense et obligatoire. Ça a détruit l'Amérique latine. C'est la dictature plus ça a détruit l'Amérique latine. Retour à la démocratie, c'est les années 90. Année 2000, c'est là où je vous parlais, où il y a toute cette vague rouge en Amérique latine. Pourquoi Mélenchon bandait sur globalement le PS du coin à l'époque? Bah, c'est parce que globalement, tu sortais de ta thérapie de choc, la décennie perdue, le retour à la démocratie bafoué et gâché, avec tous les intellectuels qui revenaient d'exil, qui essayaient de mettre en place un programme un peu de gauche et qui se faisaient en fait enculer par le FMI. Bah là, t'avais toute une vague de gouvernements de gauche au début fin des années 90, début des années 2000 dans toute l'Amérique latine. Et là, bim, Argentine, crise économique, hyperinflation, c'est fini, c'est mort, etc. Effondrement. Le centre de Buenos Aires a mis des décennies à s'en sortir. Hein. Moi, quand j'étais à Buenos Aires en 2017, le centre de Buenos Aires commençait un petit peu à redevenir un petit peu florissant, etc. Mais avant, c'était le centre économique avec les banques, les trucs comme ça, etc. Tout était fermé, tout était pillé. Les images de pillage que vous avez vues, c'est notamment dans le centre, dans le centre de Buenos Aires. Enfin bref. Donc, c'est pour ça qu'ils bandent ça, le vieux. C'est qu'ils bandent aussi une période où il y a eu un espoir après la chape de plomb néolibérale. Et un espoir qui a été détruit juste après, bien évidemment. Globalement, s'intéresser à l'histoire de l'Amérique latine, c'est ne pas avoir peur d'être déçu. Grèce-Argentine, même combat. Oui, Grèce-Amérique latine, même combat. Enfin, voilà. Mais c'est ce qui fait que la gauche est très proche de l'Amérique latine et regarde toujours en direction de l'Amérique latine. C'est ce qui fait aussi que l'Amérique latine, ça a été un des points de naissance de la théorie décoloniale, hein, les gens. La théorie de la dépendance en économie, la théorie décoloniale, les pensées indigènes, les trucs comme ça a été vraiment un des points d'émergence de ça. Et donc c'est aussi pour ça que, oui, les Grecs ont regardé les penseurs grecs ont regardé en direction de l'Amérique latine, tout comme l'Amérique latine a regardé en direction de la Grèce au même moment, quoi. Nous, à travers ce film, allons plutôt nous intéresser à l'envers de la carte postale. Mais vous êtes au courant que la carte postale, c'est déjà des pauvres? Ça, c'est le quartier de la Boca. C'est littéralement, vous savez, Boca, etc., les footballeurs, etc., c'est Boca. C'est ça, c'est le quartier, c'est un bidonville à la base. Bon, alors du coup, il y a tous les touristes qui y vont, c'est coloré, etc., mais c'est un putain de bidonville, les gens, ils sont pauvres. Hein. Là, désolé, quand t'as tous les touristes qui viennent, etc., c'est joli, c'est coloré, c'est turbo pauvre Boca. Alors du coup, ça va commencer à être un peu gentrifié d'ici quelques années, je sais même pas si ça a commencé déjà à être gentrifié, mais c'est un bidonville à la base, la Boca. Allô? Là, ils sont pas forcément très riches. Ça, c'est l'Argentine que le monde Oui, désolé, oui, lui, c'est une icône prolétaire, oui, bonjour. entier connaît et admire. Ça, c'est des prolétaires. Ça, c'est des prolétaires, désolé, mais les gens qui dansent dans la rue pour récupérer de la thune au chapeau, c'est des prolétaires. Regardez la super Argentine carte postale qu'on admire, c'est déjà une Argentine de pauvres en fait. Allô? Mais du coup, on va vous montrer l'envers du décor qui sont les vrais pauvres. Bah aussi, c'est des... Bref, ça m'énerve. En gros, quand j'étais en Argentine, j'ai passé quelques mois dans une coloc d'étudiants internationaux. J'ai détesté parce que j'étais en mode, bon, bah ça sert à quoi? Dans une coloc, c'est pour parler anglais avec des gens, ok d'accord, qui viennent un peu partout dans le monde, mais dans le lot, t'en as 3 qui sont français, un qui est suisse. J'avais un peu ce truc-là de, en fait, ça sert à quoi d'être dans une coloc avec que des étudiants qui traînent que avec des étudiants et tout. Moi, je suis en mode, je vois les vrais Argentins. En plus, je m'étais fait des potes argentins et tout. Bref. La deuxième adresse où j'ai vécu, c'est dans un quartier où il y avait littéralement un bidonville au coin de... Mais vraiment un bout de bidonville au coin de ma rue. Il y avait des règlements de compte entre Boliviens et Péruviens. C'était le quartier à Bastos pour les gens qui connaissent. Il y avait des règlements de compte entre Boliviens et Péruviens régulièrement. Mais après, tu te baladais là-dedans, t'étais pas bolivien, t'étais pas péruvien, t'étais pas dans les emmerdes, t'étais tranquille, quoi. En fait, t'as l'impression que, là, t'as le quartier riche, là, t'as le quartier pauvre, etc. Mais t'as pas mal d'entre-deux, en fait, dans Buenos Aires, où t'as des endroits un peu fancy, tu t'écartes un peu, t'as une demi... comment dire, un demi-bloc qui est en réalité un bidonville.
tu t'écartes un petit peu, t'arrives dans le quartier bobo, donc c'est assez... c'est vraiment plein de petites enclaves en fait, Buenos Aires. Ce pays malade de longue date, où richesse et pauvreté extrême se côtoient. Sa trajectoire économique mouvementée, jalonnée d'affrontements politiques et de gouvernements trop dépensiers. Et de gouvernements trop dépensiers. Oh là là, mais va te faire foutre. C'est quand même la faute de la gauche, ils ont trop dépensé. Bah non, peut-être pas en fait. Je sais pas, le FMI, ça te dit quelque chose? Allô? Ah non, c'est la faute des gouvernements trop dépensiers. T'es au courant que la moitié de la dette là que leur impose le FMI, c'est la dette des dictateurs? C'est une dette illégitime? Allô? Mais tout le truc qu'on s'est tapé pendant la crise de la dette en Europe, etc., en 2012, sous Hollande, etc., ce truc-là d'utiliser la dette comme levier pour forcer certaines politiques pro-riches dans les pays, ça a été expérimenté en Amérique latine. Ça, typiquement, alors dirigé par la dette, l'Amérique latine, l'Afrique, ils connaissent par cœur, vous inquiétez pas. Hein. Tous les présidents successifs ont promis de sortir l'Argentine de ce cercle vicieux, sans succès. Et Milei. Bah Milei non plus, sans succès, les gens ils sont encore plus pauvres qu'avant. Ah si, les riches sont un peu plus riches, pardon, pour moi. C'est sur les plateaux de télévision qu'il se fait connaître. Les politiques ont fait de nous les esclaves fiscaux de leur caste de parasites. Chaque homme a sa propre dynamique. Personnellement, j'éjacule une fois tous les 3 mois. C'est vraiment le clown de la télévision, gna gna gna, qui parle d'éjaculation, qui parle un petit peu fort à la télé et qui devient le polémiste qui se présente. Ah non mais oui, bien, mais c'est le personnage parfait pour déjà un peuple qui a inventé le populisme. Quand Mélenchon il parle du populisme de gauche, j'ai quand même théorisé par Chantal Mouffe, elle est belge, mais par Ernesto Laclau, qui est littéralement argentin lui-même. Le populisme, la politique des masses, etc., c'est né en Argentine en partie. Bon, en Amérique latine en règle générale. Bon, pas que, ok, d'accord. Bah, les théories du populisme de gauche s'inspirent beaucoup de l'Amérique latine, notamment de Perón, etc. Donc, d'un pays qui a déjà une culture politique populiste, qui du coup est d'autant plus sensible aux appels au peuple, parce qu'en même temps, le peuple se fait tout le temps baiser, tu vois, genre c'est logique. Combattre la caste au pouvoir, ou encore réduire la place de l'État, ces idées trouvent un écho favorable. Y compris là où on ne s'y attendait pas. Chez les pauvres, pourquoi tu t'y attends pas? Des gens qui sont abandonnés depuis des années et des années et des années par l'État nourriraient un ressentiment envers l'État? Ah bon? Merci Arte. José Michael a toujours vécu dans le quartier, avec sa mère. Son père est parti très tôt. Ah mais l'angle du reportage, bien sûr, hein, ça va être regardé, ces pauvres, ils sont pour Milei, du coup peut-être qu'en fait Milei c'est bien. Il a vite été fasciné par les vidéos en ligne de Milei, surtout pendant le confinement strict mis en place au début du Covid. Et je pense que ça a donné plus de poids au message de Milei, comme quoi il faut réduire l'État. Parce que ce n'est pas acceptable qu'il soit aussi autoritaire. Oui, du coup, résultat, il se retrouve avec des policiers qui tabassent des manifestants dans la rue, ça c'est pas plus autoritaire, ça j'imagine. Ah, le Covid. Mais en même temps, l'Argentine a particulièrement été durement touchée par le Covid aussi. Il y avait confinement, déconfinement, confinement. Parce que nous, on a eu le grand confinement, et puis après, tu as eu les interdictions de sortir, d'aller au restaurant, des trucs comme ça. Mais tu pouvais reprendre un petit peu l'activité, tu avais les couvre-feux. Après la période des confinements, tu avais couvre-feu, plus de couvre-feu, plus recouvre-feu, etc. Eux, c'était confinement strict. Déconfinement, reconfinement strict, déconfinement, reconfinement strict. Et en fait, le problème, c'est pas l'État, comment dire. Oui, d'accord, ça te montre ce que l'État peut faire, etc., l'autorité, etc., gna, gna, mais ça te montre surtout à quel point, genre, les gens ont navigué à vue et s'en sont battus les couilles, quoi. Critique du nanny state, on voit ça en France avec l'INAR qui se moque de la campagne de prévention de l'État pour prévenir la population des risques liés à la canicule. Ouais, de fou. Le confinement a duré super longtemps en Argentine, 5 mois. Ouais, de fou. Genre, c'est vraiment, c'était assez vénère, quoi. Mais parce qu'eux aussi, ils se sont rendus compte qu'ils étaient, en fait, comment dire, qu'ils n'avaient pas la thune de gérer la pandémie, tout en voulant essayer de la gérer de la même façon que le faisaient tous les pays occidentaux, etc. Du coup, ils ont pris des mesures qui étaient affreuses, quoi. 1959, premier pic d'inflation à plus de 130% par an. 1989, 3000%. La hausse des prix repart de plus belle dans les années 2020, dépassant 200% par an. C'est marrant, dans les années 70, 80... Il y avait quoi? Ah, c'était les dictateurs. D'accord, ok. 9. Facteur aggravant, l'État argentin vit au-dessus de ses moyens. La dette publique a quadruplé en l'espace de quelques années. On va regarder les dates pour voir... 2017, c'est là où j'y étais. 2018-2019. Je crois là, ça a été l'élection de Fernandez.
Il y a une baisse de la dette remontée 2022 et 2023, je crois, c'est l'élection de Milei. Je sais plus exactement les dates. Alors évidemment, crise Covid, voilà, le pic Covid. Mais il me semble que du coup, 2017, c'était un mec de droite qui était au pouvoir. C'était Mauricio Macri. Vous savez, le Macron de l'Argentine. Donc c'était la droite qui a fait bondir la dette publique. Donc l'État qui dépense, etc. Non, non, parce que c'est la droite qui a fait une politique austéritaire, qui a coupé le gaz et l'électricité en masse à la population parce qu'il fallait faire des économies. Lol, bah lui, eux, ils ont fait exploser la dette. Donc bon, c'est pas mis en perspective justement avec les années dictatoriales. Mais bien sûr, on fait comme si les dictatures n'avaient pas existé, que l'Argentine n'avait jamais été sous dictature et que peut-être que les dictateurs, ils avaient aussi un petit peu causé tout ça et que finalement, c'était un petit peu bâtard de faire peser à la population argentine le poids des décisions économiques de leurs dictateurs. Ah ben non, parce que c'est des décisions économiques qu'ils ont prises avec les capitalistes du Nord. Alors avant Milei, c'était Fernandez, donc c'était un mec de gauche, président Argentine, liste des chefs d'État argentins. Parce que j'ai un doute sur son prénom, c'est mon seul problème. C'était au secours, oui, Parjoa. C'est Alberto Fernandez. Parti justicialiste, donc c'était donc voilà, donc c'est le parti de gauche. Le parti justicialiste, c'est en gros le fameux péronisme de gauche. Donc c'est un peu le parti socialiste, quoi. C'est le parti de Cristina Kirchner, de Nestor Kirchner, de la fameuse gauche qui arrive au pouvoir dans les années 2000. Mais même en Argentine, la fameuse gauche, elle n'était pas tant de gauche que ça, on va dire. Mais du coup, donc c'était Fernandez, et du coup, il était président de quand à quand oui, voilà, c'est ça. Jusqu'en décembre 2023. Ok. 2019-2023. Donc, si on veut reprendre la petite corrélation, c'est dans la dernière année de sa présidence que la dette a re-explosé, quoi. Ça me choque, à aucun moment il parle de Perón alors que c'est la base pour comprendre l'Argentine. Ouais, de fou. Le problème, c'est que les gens ont tellement des standards européens que si tu regardes avec un regard français, Perón, c'est incompréhensible. En mode, est-ce que je dois condamner, est-ce que je dois pas condamner? Donc, mais les gens ne comprennent pas. Mais même en Argentine, ils comprennent pas c'est quoi le péronisme. Et même en Argentine, ils ont oh, le péronisme, c'est compliqué. Globalement, t'as des gens de droite et de gauche, quoi. Il n'y a plus de pognon. Hay plata. Internet s'empare de la formule et la transforme en tube. El famoso, il n'y a pas d'argent, t'es en mode bah si, il y en a, sauf que si vous arrêtiez d'accepter les cures d'austérité du FMI, peut-être que vous en auriez un petit peu plus. Moi franchement, j'ai été dans les grandes manifestations sous Mauricio Macri, le mot d'ordre c'était dehors le FMI, quoi. Sauf que c'est plus facile de détruire ton propre État plutôt que de faire sortir le FMI, quoi. C'est leur gaullisme à eux, c'est ça. C'est un peu leur gaullisme à eux, mais si... En gros, comme je vous explique, parce que souvent les gens ils essaient de comprendre le péronisme avec le gaullisme. En gros, c'est comme si les avancées sociales qu'on avait eues sous De Gaulle, il n'y avait pas eu besoin du Parti communiste pour les gratter. En gros, parce que globalement, la plupart des trucs du programme du Conseil national de la résistance, on les a grattés parce qu'il y avait autant de communistes dans la résistance et qu'ils ont fait valoir leur légitimité dans la résistance, etc. etc. Et donc voilà, donc c'est ça. Mais si c'était pas les communistes qui avaient fait ça, donc c'était un gars qui faisait la fusion entre les deux, et aussi dans un contexte avec tous les syndicats ouvriers en fait étaient dans la main de Perón aussi. Donc voilà. Je rappelle, le Che est argentin, il y avait des groupes armés marxistes-léninistes en Argentine dans les années 70, il y avait une culture maoïste et ojaïste, bref c'est un laboratoire de la gauche radicale latine. Ah mais de fou. Révolution permanente, ça vient d'Argentine. Faut pas le dire. Beaucoup des gens de Révolution permanente, comment dire, même la création de Révolution permanente vient énormément du parti qui fait le front de gauche, dans le Frente de Izquierda en Argentine. Donc c'est même une gauche qui a influé sur le monde entier. Hein. Il divise ainsi par 2 le nombre de ministères, qu'il ramène à 9. Des dizaines de milliers de fonctionnaires sont licenciés, des projets de construction publique annulés. Les subventions pour l'électricité, les transports publics ou encore les denrées alimentaires disparaissent. Donc tout ce qui fait vivre les gens en fait. En fait globalement il a dit on dégraisse l'État et du coup on supprime toutes les infrastructures qui permettent à la vie sociale de continuer et d'exister en fait. Jamais l'Argentine n'avait connu une cure d'austérité aussi brutale. Et voilà, attendez, le MST, voilà, le MST ils sont là. Escalade socialiste, le MST, etc. C'est un peu la veine révolution permanente en Argentine, quoi. Dans la rue, la résistance s'organise. Lucia Mercedes Garcia, interne dans un hôpital public. J'avais peur qu'il n'y ait pas grand monde. Mais je vois que beaucoup de gens se sont mobilisés. Après, les manifestations en Argentine, c'est incroyable. Hein. C'est massif de fou. Hein. C'est franchement, on rêverait d'avoir une mobilisation pareille dans la rue. Une manifestation moyenne en Argentine, c'est une manifestation réussie à Paris. Hein. On manifeste aussi devant l'hôpital psychiatrique Laura Bonaparte. La fermeture annoncée de cet établissement spécialisé dans la santé mentale et les addictions met en colère les patients. Pas très anti-psy en fait. Alors l'Argentine, notamment Buenos Aires, je crois que c'est la ville qui a le plus haut taux de psychanalystes par habitant du monde, je crois.
Grosse branche psychanalyste en Argentine aussi, hein. Beaucoup de la cagne en Argentine. Il y avait un truc dans lequel vraiment l'Argentine excellait, c'était ça en fait, c'était le maillage. Je dis pas que c'était de bonne qualité, mais vraiment le maillage territorial de l'accès aux services publics. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été hérité à la fois du péronisme, mais aussi des politiques péronistes de gauche après qui sont allés au pouvoir de toute la gauche des années 90-2000. C'est que tu avais vraiment des antennes absolument partout, des antennes de services publics, des antennes de services municipaux de santé, etc., mais vraiment dans tous les quartiers. Et c'était vraiment un truc qui tenait encore en fait la société argentine à bout de bras, quoi. C'était ce maillage qui était hérité à la fois du péronisme et ensuite des péronistes de gauche. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'universités en Argentine, mais je me trompe peut-être. Il y en a énormément et l'université est vraiment pas chère. Et surtout, il y a vraiment une culture de reprendre des études très tard. Moi, alors bon, après c'est un peu différent parce que moi j'étais dans une fac de recherche. En gros, ma 3e année, j'ai passé à la FLACSO, qui est la faculté latino-américaine de sciences sociales, qui était au niveau master. Mais en fait, là-dedans, tu avais vraiment des gens de tous les âges. C'est-à-dire que là où en France, tu as l'habitude que dans les masters, tu as des gens qui ont autour de la vingtaine, quoi, globalement, des gens qui ont fini licence, master, et puis après, pouf, tu rentres dans la vie active, etc. En Argentine, tu as davantage de possibilités de te mettre en congé pour reprendre des études. Et donc, tu as beaucoup de gens de 50 piges. Enfin, dans mon master, tu avais des gens de 30, 40, 50 ans qui suivaient les cours. Et qui étaient dans une logique soit de reconversion professionnelle, soit des gens même qui faisaient une pause dans leur travail pour se mettre au chômage, pour suivre des études, juste pour suivre des études. Et en fait, tu as toujours eu, mais ça c'est pareil, hein, quelque chose qui s'est énormément développé en Argentine, c'est l'accès à l'université publique et l'idée que tu peux accéder à l'université publique quand tu veux, à l'âge que tu veux, et que c'est quelque chose qui doit être garanti. Vraiment, cette logique vraiment genre républicaine de le citoyen éclairé doit avoir accès tout le temps au savoir, etc. Et donc c'est aussi... Voilà, c'est pour ça que l'université, l'hôpital, enfin tout ça, les services publics, etc., il y avait aussi une patte spécifique que Milei a détruit, qui était vraiment une forme d'organisation politique spécifique en Argentine et en Amérique latine dans beaucoup d'endroits. Mais... Les soignants et les médecins défendent... C'est un peu comme ça en France il y a 30-40 ans. Bah oui, de fou. C'était ça. Leurs emplois sans grand espoir. Lucia ressent au quotidien les effets de la nouvelle politique. Sa mère, Monica, a vu s'envoler ses factures d'eau, de gaz et d'électricité. Sachant que le gaz avait déjà énormément augmenté sous Macri. Encore une fois, hein, les manifestations où ils disaient dehors le FMI, c'était des manifestations contre l'augmentation des prix du gaz et l'électricité, etc. Enfin, c'était une folie. Hein. Les services ont augmenté de 200%, voire plus pour certains. Parce qu'en fait, là où les bandeurs de Milei, ils vont regarder les indicateurs macroéconomiques. Ils vont dire, mais regardez, l'inflation continue d'augmenter, mais augmente beaucoup moins. Il y a une baisse de la hausse de l'inflation. Donc, c'est que ça marche. Sauf que génial, de l'inflation monétaire, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie flambe moins vite, on va dire, enfin plutôt baisse moins vite, parce qu'en fait, quand il y a de l'inflation, ça veut dire que la monnaie perd en valeur. C'est-à-dire que si tu échanges, quand je suis arrivé en Argentine, tu échangeais 1 euro pour 16 pesos, et quand je suis reparti, tu échangeais 1 euro pour 30 pesos. Ça veut dire que 1 pesos va aller de moins en moins en fait au fur et à mesure, puisque l'euro il est stable, mais le pesos, faut plus de pesos pour compenser l'euro. Voilà, si vous voulez comprendre. Mais donc, l'inflation monétaire s'est légèrement calmée, indicateur macroéconomique, mais il y a aussi une autre inflation qui est l'inflation des prix. Bah oui, parce que même si ta monnaie n'est pas dans un processus d'inflation, tu peux avoir... Nous, en France, on a eu une inflation sur les prix. Quand il y a eu l'augmentation, là, tu as l'inflation des prix. Et donc, en fait, certes, l'inflation monétaire s'est un peu calmée, mais elle continue de monter quand même, l'inflation monétaire. Mais par contre, l'inflation des prix, elle a turbo-augmenté. Donc, en fait, ça veut dire qu'en termes de reste à vivre, en termes de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat a encore plus baissé qu'il ne baissait auparavant, quoi. Bref. Ça me rend malade. Mais on a déjà connu ça. Ce n'est pas nouveau. J'ai 71 ans. J'en ai vu de toutes les couleurs. Sauf que cette fois, je ne vois pas d'issue. Truc intéressant, cette femme de 70 ans parle du fait qu'ils ont déjà connu ce genre de politique d'austérité, ce qui démontre la thèse d'Arte que l'Argentine aurait été que dépensière jusqu'à Milei. Oui, en plus, oui. La meuf, elle est en mode, bah oui, c'est la politique d'austérité, c'est déjà ce qui se faisait quand l'extrême droite, elle était au pouvoir, bordel. Genre, c'est aussi ça, c'est en mode, oh là là, on n'a jamais essayé. Bah si, on a essayé, précisément, particulièrement en Amérique latine, ne vous inquiétez pas. Quartier oui, Eva il va mater ça. En banlieue de Buenos Aires. Ah bah tiens, Eva Perón. Passer à côté en bus pour aller à l'aéroport. Ça, c'est vraiment quartier
Pauvre de chez pauvre. Du nom de Eva Perón, qui est donc la femme de Perón, Juan Domingo Perón, le fameux Perón du péronisme. Le père Paco Olvera s'occupe de la soupe populaire locale. Javier Milei a mis fin aux livraisons de nourriture par l'État à des centaines de cantines solidaires comme celle-ci. Les pauvres ont absolument besoin d'un État fort qui occupe le terrain et redistribue les richesses. La liberté dont parle Milei, c'est celle des riches. Ça, c'est vraiment le prêtre de gauche, théologie de la libération, voilà. Le prêtre a vu naître beaucoup de jeunes du quartier, comme Kevin, qui devrait être en train de travailler sur un chantier à Buenos Aires aujourd'hui. Mais le train coûte trop cher depuis que Milei a supprimé les subventions. C'est pour ça que tous les gens qui sont en mode « Non, mais en vrai, le bilan de Milei, il est positif. » Bah non, il n'est pas positif, en fait. Bah oui, si t'as plus de train, oui, tu peux plus aller bosser, en fait. Bah oui. Paco tâche de les soutenir et de diffuser un message d'espoir dans ses messes, même s'il se sent lui-même à bout. Avec le drapeau indigène sur l'autel, incroyable. Il est trop basé, lui. L'objectif est notamment de privatiser une série d'entreprises publiques. Parallèlement, il se refuse toujours à revaloriser les pensions. Alors les retraités descendent à leur tour dans la rue. Beaucoup ne touchent qu'une pension minimale, de l'ordre de 215 €. C'est écrit en inclusif. Jubilades. En gros, parce que ça, c'est vraiment bref. Franchement, le neutre espagnol, c'est tellement plus intéressant que le neutre en français. Parce que bah, jubilados et jubiladas. Jubilados, c'est les retraités hommes et jubiladas, c'est les retraités femmes. Tu vois, genre c'est O et A. O, c'est généralement masculin et A, c'est généralement féminin. Mais du coup, eux, c'est neutre. Et du coup, voilà, tous les partis de gauche, etc., ils mettent tout. Voilà, bref. J'ai reçu une facture de gaz de 85 €. Comment on va s'en sortir? Ce type est fou. Comme ils transposent en euros, t'es en mode « Oh mais 85 € ça va, etc. » Moi, ma facture d'électricité, on est encore pire que ça, mais bref. Mais sauf que, bah en fait, 85 € c'est une folie. En fait, donne les milliers de pesos, en fait. Donne les milliers de pesos. Là, tu vois un petit peu ce que ça veut dire, en fait. SMIC à 209 balles, électricité 85 balles. Donc ça te prend quasiment la moitié de ton... Bref, voilà pourquoi 80 € c'est du délire. Bah oui. J'ai vu qu'en espagnol, ils utilisent beaucoup le arrobas, car c'est à la fois O et A pour féminin, masculin. Ouais, il y a un peu de méta qui s'oppose. Il y a la méta du E, il y a la méta du X et la méta du arrobase, mais en Argentine, j'ai surtout vu le E être employé. Et soudain, la manifestation dégénère. Milei a restreint le droit de manifestation. La police peut désormais faire usage de la violence. Enfin, peut faire ouvertement usage de la violence, parce que t'inquiète pas que les gens qui se faisaient tabasser par la police, bon... Plusieurs participants sont blessés aux abords du Parlement. En plus, c'est vraiment, ça va tabasser les petits vieux. Genre, c'est vraiment, Milei, il a dit, c'est bon, maintenant, on peut tabasser les petits vieux en manifestation. Milei reste inflexible et refuse d'augmenter les retraites. Les retraites partout, hein. Voilà comment il a baissé la pauvreté, selon les Échos. Allez vous faire foutre. En 2024, l'Argentine enregistre un excédent budgétaire pour la première fois depuis 14 ans. Parallèlement, l'inflation a nettement reculé. Donc l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent. Donc le pourcentage d'inflation a baissé, mais il y a encore de l'inflation, ça continue d'augmenter. Donc voilà, ça c'est les fameux indicateurs macroéconomiques qui gaslightent tout le monde et qui font que les Échos disent « Ah ben il y a plutôt un résultat positif ». Mais le revers de la médaille, c'est que le niveau de vie des plus démunis a encore baissé. Ah bah tiens. En 2024... Mais je croyais que l'inflation, elle avait baissé pourtant. C'est bizarre. Pourquoi du coup les plus... Parce que l'inflation, en fait, elle est pas... Près de 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourquoi tout le monde se fait gaslight par cet indicateur de l'inflation? Mais parce que l'inflation, c'était une dinguerie. D'un mois à l'autre, tu sais, comme d'un mois à l'autre, l'inflation augmente. En fait, le salaire que tu vas toucher pour le travail que tu as fait dans le mois sera en dessous du niveau de vie nécessaire du mois suivant. Et donc, en fait, pendant des années, c'était ça. Et donc, moi, tous mes potes argentins, et pourtant c'était un peu la classe moyenne, alors bon, la classe moyenne latino-américaine, hein, c'est pas non plus des milliers et des cents, mais tous mes potes argentins, ils étaient en mode, mais en fait, on s'est habitué dans notre vie quotidienne à être dans une instabilité permanente, à tout payer en liquide, parce que de toute façon, la monnaie va avoir moins de valeur, donc autant tout payer en liquide, etc. Enfin bref, parce que c'est devenu dans notre culture de savoir que, bah oui, on fait tout au noir. On sait que le mois prochain, les prix vont encore augmenter. Enfin, la valeur de la monnaie va encore baisser. Du coup, les prix vont encore augmenter, etc., etc. Et genre, chaque mois, tu voyais les prix qui augmentaient sans cesse, en fait. Toi, avec tes euros des parents, t'étais bien. Ah, mais de fou! Alors, mais moi, j'étais le roi du pétrole. J'étais le roi du pétrole. J'avais un petit contact. J'avais l'impression d'aller chez mon dealer. J'avais de l'argent. J'avais des euros en liquide et je les échangeais
une fois tous les 4 mois. Et j'avais mon petit pactole en liquide comme ça. Et puis à la fin, c'était tranquille, bien sûr. Je lui ai envoyé un message en mode oui, je vais changer tant d'euros. Et puis je sonnais. Et puis après, j'arrivais dans une espèce de petit appartement avec une grosse grille en fer, etc. Le mec derrière, c'était un gros péruvien. Après, on a sympathisé, il était cool, mais c'était vraiment le gros péruvien. T'as le garde du corps à côté, etc. Genre, c'est la mafia péruvienne, en fait, parce qu'il y a beaucoup de mafias, en fait, qui gèrent les taux de change non officiels, avec la compteuse habillée, etc. C'était marrant. Breaking Bad, ouais, mais c'était même pas de la drogue, c'était de la thune, quoi. Mais donc, en fait, c'est logique que pour eux, l'indicateur de l'inflation qui recule soit un signe de liberté, parce que ouais, c'était le problème numéro 1. Que non, en fait, c'était pas le problème. Enfin, c'est paradoxal, parce que c'était le problème numéro 1, mais le fait de ne voir tout qu'au prisme de l'inflation, qui était presque limite un cliché. T'avais le tableau, ouais, c'est ça, j'avais le tableau, ouais. D'ailleurs, je suis encore sur j'ai encore le contact sur Telegram du mec qui faisait le changement au tableau. J'achète à 1320 et je vends à 1420, oui, parce que le taux quand tu vends et que t'achètes, c'est pas la même, etc. Donc, attends quoi, 1 euro 1320, 1 euro 1320 pesos. Enfin bref, voilà quoi. Genre 1320, quand j'y étais, c'était 30. Et encore 30, c'était quand je suis parti. Quand je suis arrivé, c'était 16. Bref, pardon. T'attaques la conséquence, pas la cause, en fait, avec l'inflation. En fait, c'est ça. Mais en même temps, les gens, ils se sont tellement fait baiser par l'inflation depuis des décennies, depuis qu'ils sont nés presque. La plupart, depuis qu'ils sont nés, ils se font baiser par l'inflation. Donc évidemment, quand Milei, il montre des chiffres macroéconomiques où l'inflation baisse, en mode ah c'est bon, ça a réussi. Ça a réussi, mais regarde ton voisin, il est encore plus pauvre. Donc la facture d'électricité, 85 euros, 123 287 pesos. Ouais, le taux de change sur les 5 ans, vous voyez, il continue. Il y a un gros pic en 2023, mais il continue à augmenter, quoi. Genre l'inflation monétaire là-dessus. Parce qu'en fait, ça a quelque chose à voir. Le taux de change, du coup, il a quelque chose à voir avec la balance économique. Avec le fait que l'Argentine ne produit pas. Et vous allez le voir dans le documentaire, j'espère, si le documentaire a bien fait son travail, que la politique de Milei a détruit le peu d'industrialisation qu'il y avait en Argentine, a vraiment détruit les industries, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui est produit en fait. Et du coup, ça veut dire que le pays dépend largement des importations. Et du coup, quand tu as un taux de change qui continue d'augmenter de jour en jour, tu payes de plus en plus cher, etc. Et en fait, c'est ça qui drive aussi l'inflation. Enfin, bref. Salaire moyen, c'est combien déjà ? Le salaire moyen, du coup, c'est 200... Alors, le SMIC argentin, vous avez dit, c'est 209 euros. Donc, alors, voyons voir, 209. Ça fait 303 143 pesos. Tu deviens vite millionnaire en Argentine, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Ah non, c'est 296 000 pesos. Après, oui, après, c'est vrai que le taux de change, c'est... Bon, bref, vous avez compris, quoi. Encore une fois, il y a une différence entre ce que tu achètes et ce que tu vends. Cette dévaluation, ça veut dire que la monnaie est de moins en moins détenue par les Argentins, c'est la ruine assurée. Oui, c'est ça. C'est que, du coup, la dette est de plus en plus détenue par l'étranger, moins par les Argentins. Les indicateurs macroéconomiques. J'étais mauvais en économie, mais ça, je l'ai retenu. La bataille culturelle doit être livrée aussi bien dans les salles de classe que dans l'arène politique et partout ailleurs. Sinon, la gauche va nous écraser. Alors, allez-y, luttez pour les idées de liberté. Vive la liberté, bordel! Ça veut dire tabasser les gauchistes. En langage insurrectionnel d'extrême droite, c'est tabasser les gauchistes. Extrême droite, c'est pas pareil. Globalement, droite et gauche en Argentine, oubliez vos référentiels européens, mais voilà. Personne ne semble gêné que le chef de l'État encourage à son égard le même culte de la personnalité que ses prédécesseurs, ceux qu'il qualifie de populistes. C'est vrai que c'est un personnage atypique. Ils sont en mode les autres, ils étaient populistes, parce qu'en effet, c'est encore une fois le populisme de gauche qui vient d'Argentine. C'est vraiment l'Argentine, le populisme. Enfin, c'est pas que l'Argentine en vrai, le Venezuela aussi, mais bref. Mais bon, il y a quand même une veine politique populiste en Argentine, et ils sont en mode ah lui il est pas populiste. Ah ouais d'accord, il est pas populiste, d'accord. Premier degré, tu vois les critiques du concept de populisme, genre t'es pas d'accord un peu. Non mais je vais pas rentrer dans le débat sur le concept de populisme. De fait, c'est un concept qui vient d'Argentine et qui est opérant pour la société argentine. Et quand tu es en Argentine et que tu parles avec des gens qui sont un peu politisés, ce qui est une grande partie de la société argentine, et que tu parles de populisme, ils savent de quoi tu parles. Donc c'est un truc de... Oui, d'accord, il y a des critiques du concept de machin truc. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est pas un contenu politique, c'est une stratégie, etc. On a fait un débat avec la Padutine à l'ancienne là-dessus. Mais là, en l'occurrence, c'est un concept qui est opérant parce que c'est un concept qu'utilise la société et qui fait sens pour la société argentine. Mais aussi parce que le populisme de gauche dont se réclamait Mélenchon en 2017, etc., venait d'Argentine aussi, tu vois. Donc c'est de là que ça vient, la question de la transposition. Mais bref. À Buenos Aires, voilà plusieurs années que la situation se détériore à l'hôpital public. Il y a toujours un peu cette idée d'aller s'installer ailleurs qu'en Argentine. Mais la vérité, c'est que j'aime mon pays et je veux qu'il aille mieux. J'adorerais que d'autres pays s'inspirent de notre enseignement public. Ça, c'est vraiment la fierté des Argentins, c'est l'éducation publique. C'est aussi pour ça que c'est un tel symbole quand Milei détruit l'université, c'est que c'est vraiment
la fierté des Argentins, c'est putain, on a une éducation publique de qualité, quoi. Enfin bon, ils ont des bâtiments de merde, mais vraiment une très grande qualité intellectuelle, quoi. J'étais en gynécologie, on avait un drap en papier sopalin pour la table d'examen pour la matinée. Bah ouais, c'est ça. T'as pas de thunes, mais enfin, en tout cas, je sais pas pour la médecine, etc., mais en sciences humaines, mais putain, t'avais des profs de fou, quoi. Moi, en sciences politiques, j'ai appris, enfin, j'ai fait des relations internationales, j'ai découvert le décolonialisme là-bas. Si une chose unit encore la population, c'est sans doute la nostalgie d'un âge d'or, 1890. Mais 1800 carrément, ah oui d'accord, l'âge d'or en 1800, bah putain bravo. L'Argentine est le pays le plus riche de la planète. Elle exporte de la viande, du cuir et du blé dans le monde entier. Sa prospérité, elle la doit aux nombreux immigrés venus tenter leur chance sur les rives du Rio de la Plata. Grosse immigration italienne notamment. C'est pour ça qu'ils ont un accent un peu plus chantant par rapport au reste de l'Amérique latine. C'est un des restants de l'accent italien un peu. À partir de 1950, l'Argentine perd son rang dans l'économie mondiale. Elle devient un pays intermédiaire. Ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? En 1946, Juan Perón est le premier président de l'Argentine élu au suffrage universel. La protection sociale et la santé publique ont connu un développement massif, mais le pays s'est rapidement heurté à un manque de moyens. Il n'y avait pas assez de recettes pour entretenir le système. Donc du coup, Perón c'était pas bien parce qu'il a fait l'État-providence et des syndicats et du coup, à cause de lui, l'Argentine est devenue pauvre. Attends, c'est ça qu'ils vont nous dire? Parce qu'ils vont pas nous parler du fait que c'était un fasciste, qu'il accueillait les nazis, etc., que la structure du capitalisme mondial a évolué à cette période-là également, que c'est mis en place le néo-impérialisme, etc. Enfin, non, ils vont pas du tout... Non, ils vont juste dire que c'est à cause de Perón que l'Argentine s'est enfoncée parce que il a donné le droit à la retraite à des gens. Arte Allemagne. Ils ont dit qu'il était fan de Mussolini, oui, mais bon, au passage, quoi. Ils ont surtout dit qu'il avait mis en place un État-providence et qu'il avait renforcé les syndicats. Aux yeux de leurs détracteurs, les syndicats argentins ont leur part de responsabilité dans les problèmes actuels. Les postes de dirigeants s'y transmettent souvent de père en fils. Oui, mais les syndicalistes corrompus, qui se refilent les postes entre eux. Ah bon, tu veux dire que la corruption est en réalité endémique dans une situation... Et la bonne corruption, c'est Milei, et la mauvaise corruption, c'est les syndicats. Faut suivre les gens. Un grand nombre d'affaires de corruption ont été rapportées. Des leaders syndicaux argentins ont perçu des pots de vin ou obtenu illégalement des passe-droits pour leur famille. Oui, comme les policiers, comme les agents, comme les putains d'agents. Quand je suis allé faire ma carte d'identité pour mon visa étudiant, on m'a bien fait comprendre que si j'allongeais la thune, ça allait aller plus vite. La corruption est putain de partout dans cette société. Allô? Mais là, en gros, il a promu une crypto. Il a fait la pub pour une crypto pour que plein de gens achètent. Et juste après, en fait, la crypto s'est effondrée. Et en fait, il était au courant que la crypto s'est effondrée. En fait, ça a été un rug pull, vous savez, c'est le truc de tirer la couverture sous quelqu'un. Et en gros, c'était vraiment, en fait, il s'est fait de la thune en escroquant des gens avec la crypto-monnaie, quoi. Vente de candidature, il aurait vendu des places sur des listes, enquête pour corruption. Non, mais oui, mais enfin bref, c'est... Bref. 42% des Argentins ne paieraient pas d'impôts si les amendes n'étaient pas dissuasives. La corruption semble omniprésente en Argentine. Par exemple, dans l'attribution des permis de construire. Ou quand il s'agit de contourner les normes de sécurité incendie. Lors de la privatisation des entreprises d'État. Et au Parlement, où beaucoup de députés pratiquent les emplois fictifs. Lors de la privatisation des entreprises d'État. Tiens, c'est intéressant ça. Excusez-moi, mais tous ces cas sont liés à l'austérité libérale. Ah, littéralement. Il y a moins de consentement à l'impôt en Argentine? Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu payes plus d'impôts et tu te fais couper l'électricité. Privatisation des entreprises, les états parlementaires, les fraudes au permis de construire. Oui, c'est la politique d'austérité libérale où globalement l'État est une vache à démanteler et à dépecer, quoi. Oui. Un quart des exportations de soja se font dans l'illégalité. Ah, les patrons exportent illégalement du soja. Et oui, et les gens qui comprennent pas le soja et qui croient que le soja c'est pour nourrir les véganes, le soja c'est pour nourrir les animaux. Littéralement, ce qui donne à bouffer, notamment aux bovins, etc., c'est du soja. C'est quoi langue pour dire que l'Argentin moyen est un fraudeur corrompu? Non, j'imagine pour dire que c'est la merde, hein. Voilà, un peu de bon soupçon. Bah oui, tu m'étonnes que les gens ils thésaurisent la thune, que tu sais pas où est-ce qu'elle va finir si t'es dans une banque. Genre, ils sont tous traumatisés par la crise bancaire où tout s'est effondré d'un coup, ils avaient plus de thunes. Bah tu m'étonnes que tout le monde fait... Encore une fois, vraiment, en Argentine, il y a une hyperinflation,
mais ils continuent de se reposer massivement sur le liquide parce qu'ils sont en mode demain la banque elle s'effondre, on est mort. Parce que, encore une fois, en 2001, il y a un effondrement bancaire de fou, quoi. Le désaveu de la population est particulièrement fort vis-à-vis du personnel politique. Ah. Une saga judiciaire retentissante est ainsi en cours concernant Nestor et Cristina Kirchner, péronistes de centre-gauche, qui se sont succédés à la présidence de l'Argentine. Il a construit un monopole de type féodal et s'est efforcé d'éviter les contrôles des institutions publiques. Comment? En nommant des hommes à lui à la magistrature et à la Cour des comptes. Il attribue ainsi à un homme de paille la plupart des marchés publics pour la construction de ponts et de routes. En 2003, ce prête-nom crée une entreprise de travaux publics. Et pendant les 10 ans qui suivront, c'est cette entreprise qui sera privilégiée dans les appels d'offres publics régionaux. Oh, le petit malin! Il a filé tous les appels d'offres à un prête-nom pour récupérer la thune. Ah ouais! Par la suite, le couple Kirchner acquiert des hôtels de luxe pour Ah, j'ai été dans l'hôtel de Kirchner, incroyable. blanchir ses gains illicites. Le gestionnaire déclarait les hôtels pleins alors qu'ils étaient vides. Et il versait aux vrais propriétaires, donc au Kirchner, les revenus correspondant à ces réservations fictives. Ok, il a fait des hôtels vides pour blanchir l'argent, pour faire croire qu'il y avait des gens dedans, et comme c'est au fin fond du pays, les gens ils vont pas vérifier. Hein, ouais. Cette culture de la corruption qui imprègne tous les camps politiques a sérieusement ébranlé la confiance de la population dans le... Qui imprègne tous les camps politiques, mais on va surtout vous parler de la corruption des gens de gauche. Hein. Parce que Mauricio Macri, il n'était pas corrompu du tout, hein, vous inquiétez même pas, il n'était pas cul et chemise avec le lobby pétrolier et gazier, non, pas du tout, pas du tout. On va que vous parler des Kirchner parce que c'est la faute à la gauche. Après, c'est un peu la faute à la gauche en vrai de vrai, parce que la gauche est censée donner espoir et pouvoir en sortir de ça. Et en vrai, quand la gauche faillit, elle a beaucoup plus de responsabilités que quand la droite faillit, parce que globalement, les gens sont comme ça et que les gens sont de droite. Mais... quand même. C'est la spécialité des journalistes européens de chier sur la gauche en Amérique du Sud. Oui, de fou. À sa mort, après un retour au pouvoir de courte durée, Perón laisse une inflation galopante. Au milieu des années 1970, l'érosion monétaire dépasse 400%. Une junte militaire prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État et promet d'apporter une solution au problème. Et ils ont empiré le problème. Leur politique économique ressemble à celle de Javier Milei aujourd'hui. Moins d'État, plus de marché. Ah, du coup, Milei, il fait pareil que la dictature de 76 à 83. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, buter des gauchistes, ça fait baisser l'inflation, je savais pas. Ah bah, très important de buter des gauchistes parce qu'ils vont nous empêcher de mettre en place les politiques qu'on veut mettre en place pour pas faire baisser l'inflation, mais juste pour nous en foutre plein les poches aussi, quoi. C'est là que les Chicago Boys sont entrés en Argentine après le Chili. La junte lève les barrières douanières et met fin au protectionnisme instauré par Perón. C'est vrai que maintenant que ton pays a de l'inflation, bah oui, tu ouvres grand les vannes pour que tout le monde vienne le piller. Bah c'est ce qu'il faut faire, hein. Merci Chicago Boys. Mais la libéralisation du commerce entraîne une désindustrialisation et débouche sur une crise économique. Mais non! Tu veux dire que quand tu vends les monopoles publics, tu privatises les monopoles publics, bah ça fait créer une désindustrialisation? Mais non! Mais non! Mais ah bon? Mais c'est fou! Tu veux dire que quand tu laisses au privé et à la liberté, etc., bah du coup il y a moins de production. Mais non! Qui aurait pu prévoir littéralement tous les économistes qui ont dû fuir la dictature? Ah bah ouais, bah du coup ils avaient fui, ils étaient plus là pour conseiller. Au total, les généraux multiplient par plus de 6 la dette extérieure du pays. Et c'est cette dette contractée sous la dictature que le FMI, il a dit, c'est le grand retour à la démocratie, gna gna, etc. Le FMI, il a dit, ah non, par contre, vous devez payer la dette des dictateurs. C'est en mode, bah non, vous foutez de ma gueule, c'est pas le peuple argentin qui a décidé, maintenant c'est la démocratie. On dit ce que fait le peuple, non. La dette qu'ils ont contractée auprès de l'Occident pour bien maintenir l'Argentine sous pression et en faire finalement un État vassal des États-Unis, vous allez la payer. Donc en fait, on va vous maintenir sous domination. Parallèlement au retour de la démocratie dans la décennie 1980, les prix repartent plus que jamais à la hausse. En 1989, l'Argentine est en hyperinflation. La situation dégénère. Les pillages se multiplient. Une fois de plus, un homme providentiel promet de sortir le pays du marasme. Carlos Menem! Aïe 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 aïe! C'est encore un autre fils de chien, lui. Ils ont toujours des coupes de cheveux de fou quand même. Hein. Aussi opte pour une politique néolibérale qui évoque celle d'aujourd'hui. Carlos Menem privatise plusieurs entreprises d'État, souvent pour une bouchée de pain. Notamment une compagnie pétrolière et une compagnie aérienne. Il réduit les budgets de l'éducation, de la recherche et de la santé. Et démantèle à nouveau les droits de douane. Il instaure une parité du peso et du dollar en guise de remède à l'inflation. Bah oui, la dollarisation de l'économie, ça fonctionne. Mais cette mesure augmente les coûts de production. Et des milliers d'entreprises industrielles font faillite. Parce que tu veux dire que du coup, parce que les gens tout à l'heure ils disaient, ah mais tu confonds l'inflation et le taux de change. Bah non, parce que du coup si t'as une parité entre le peso et le dollar, bah du coup tu dépends du taux de change et que c'est ça ta nouvelle inflation monétaire. Surtout des PME. Mais les petites entreprises, les PME, nos petits entrepreneurs, nos petits patrons, bah alors. Les investisseurs transfèrent leurs fonds à l'étranger. Ah bon? Les inégalités sociales explosent. Oh bah
Tu veux dire que c'est ça qui se passe quand tu mets une politique néolibérale? Ah bon? Menem a ouvert l'économie au reste du monde. Sauf que c'était surtout pour contracter de la dette. Tu veux dire que les néolibéraux s'endettent et les socialistes baissent la dette, vu que ils réinternalisent les capacités de production et tout ça. C'est une folie. Putain, on dirait presque que tout ça, ça a rien à voir avec le fait de payer la dette, mais plus à voir sur le fait de nous laisser attachés à une laisse. Le pays sombre dans le chaos, tandis que les pillages se multiplient. L'expérience néolibérale de Menem débouche là encore sur un appauvrissement général. Malgré ces périodes de crise et d'inflation, l'usine de vélo des frères Karabitian est encore debout. Mais c'est sans compter sur Javier Milei. Vous avez survécu à la dictature, vous avez survécu à Carlos Menem. Attention, Milei approche, attention. Les deux entrepreneurs se félicitent de l'arrivée au pouvoir de Milei, qui a mis fin selon eux au trop-plein bureaucratique. Les dindes qui votent pour Noël. Ah ouais, d'accord, vous avez rien appris en fait. Ou alors ils se disent, ah c'est bon, on a survécu à tout le reste, on va survivre à ça. On avait tout un tas de paperasse à remplir pour chaque produit importé. La bureaucratie nous prenait un temps fou. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. On importe ce qu'on veut. Vous avez un contrôle qualité, j'imagine? Non? Pas? Non? D'accord. Okay. On peut importer, mais plus personne pourra acheter bien joué. C'est littéralement ce qui se passe. Hein. Là, alors c'est génial, mais là, ouais, c'est génial, les gens ils peuvent entreprendre, etc. Sauf que personne ne peut acheter, du coup les entreprises elles se pètent la tronche. Pourtant, la suppression des droits de douane présente aussi un risque. La hausse des importations de vélos à bas coût produits à l'étranger, notamment en Asie. Bah oui, du con. Parce que s'il n'y a plus de paperasse à remplir pour importer tes dérailleurs, il n'y a plus de paperasse pour importer des vélos. Tu sers à quoi du coup? Espèce d'abruti, si tu peux plus les produire. Parce que oui, ça coûte cher de les importer, puis de les produire chez toi, etc. Si on peut les importer directement, les payer moins cher. Je crois qu'on n'est pas habitué à être vraiment compétitif. Et ça va être un défi pour toutes les entreprises d'Argentine. Et ça, c'est le problème de l'Argentine. Mais parce qu'en fait, c'est assez vrai ce qu'a dit le documentaire. La mentalité argentine, c'est fut un temps, on était une grande puissance. Maintenant, on est un petit peu le petit frère de l'Occident, mais avec un petit peu de chance, on va pouvoir redevenir comme l'Occident. Alors, comme en ce moment, l'Occident s'effondre. Mais du coup, ils sont toujours dans un rapport, mais même dans les relations internationales. Moi, c'est un truc que j'ai appris dans les relations internationales, c'est que il y a plusieurs doctrines en fait, en gros, il y a plusieurs théories des relations internationales, je vais pas vous les faire, mais en gros, la théorie réaliste, c'est la puissance, la puissance, la puissance. Le problème, c'est que c'est difficile d'être d'accord avec le réalisme en relations internationales si t'es un petit. T'es un pays comme l'Argentine, que t'es dépendant économiquement, etc. des États-Unis, oui, ok, tu peux revendiquer la politique de la puissance pour la puissance, mais ça va pas te servir toi, vu que t'es un petit pays, toi t'as pas de puissance, tu vois. Donc en fait, en Argentine, il y a une doctrine des relations internationales, c'est le réalisme défensif. Le réalisme défensif, c'est quoi? C'est, en effet, les relations internationales sont guidées par l'équilibre des puissances et par les grosses puissances, etc. Du coup, nous, on va devenir le petit peu de la grosse puissance. Comme ça, on va bénéficier des retombées de sa protection et des retombées de sa puissance. Et en fait, c'est la mentalité des Argentins. Ils sont en mode, ils passent leur vie à sucer à perte l'Occident, à vouloir à tout prix ressembler à des Occidentaux. Mais ça, c'est lié aussi à l'histoire de racisme en Argentine, hein, bien évidemment. Hein. C'est que c'est lié aussi au fait que globalement, c'est des gens qui se pensent comme blancs, alors que c'est un peuple qui est métissé et qui s'est toujours pensé comme blanc, parce que globalement, les indigènes, ils ont essayé de les génocider. Ils se sont rappelés qu'il y avait des indigènes en 2017 parce qu'il y a un jeune indigène, un jeune Mapuche qui est mort lors de lutte pour le partage des terres et contre l'extension d'un pipeline, je crois, vers Bariloche, donc dans l'ouest du pays. Et là, alors tu avais tous les médias qui étaient en mode oh, l'Argentine redécouvre l'existence des indigènes sur son territoire. Bah oui, vous avez des indigènes depuis le début. Et en fait, l'Argentine, tous les 4 matins, découvre qu'en fait, qu'ils sont pas blancs, mais parce qu'en fait, ils ont besoin de ce fantasme de en fait, on est des Européens, du coup, on est un peu comme les Européens. C'est pour ça qu'ils bandent sur Paris à chaque fois, ils disent on pourrait. Parce qu'ils veulent pas émigrer à Madrid, ils veulent émigrer à Paris. Parce que vraiment, ils se pensent comme ça et du coup ils passent leur vie à avoir ce complexe du petit frère et ils veulent ressembler, mais en fait juste tu n'as pas les moyens d'être le grand, il faut accepter. Et c'est pour ça que l'autre théorie qui s'est développée en Argentine, en Amérique latine en règle générale, c'est la théorie de la dépendance. En gros c'était pour expliquer le sous-développement de l'Amérique latine. En gros pourquoi il y a des pays qui sont sous-développés et des pays qui sont développés. Donc tu avais des gens, c'était des libéraux, ils disaient en fait, vous êtes sous-développés parce qu'en fait, les pays développés, si vous regardez, ils sont passés par plusieurs étapes de développement. Alors du coup, il y a eu le féodal, et ensuite ils ont fait l'industrie, et ensuite ils ont fait le tertiaire. Et en fait, il faut que finalement que vous passiez, parce que vous êtes un peu arriérés,
Vous êtes encore entre l'agriculture et parfois un peu l'industrie, mais il faut que vous passiez au stade suivant. On ne sait pas trop comment vous passez au stade suivant, on imagine il faut investir dans tel et tel truc, enfin bref, c'est une logique totalement libérale. Et en gros, vous êtes sous-développé parce que vous êtes arriéré et vous êtes à un état de développement qui est l'équivalent de la France des années, je sais pas, 1940, tu vois. Alors c'est vraiment en mode, vous n'avez pas fait toutes les étapes. Donc ça, c'était les libéraux. Le problème, c'est qu'en fait, ils se sont bien rendus compte que dès qu'ils essaient de faire des efforts pour industrialiser, pour investir, ils se font niquer par les États-Unis, tiens. Dès qu'ils vendent des trucs, les pays du Nord, ils disent « Ah non, ça commence à être un peu trop compétitif, on va pas vous l'acheter et on va essayer de faire pression ou alors de mettre des dictatures pour continuer d'acheter pas cher vos trucs. Et du coup, on va vous envoyer des produits moins chers que vous. Comme ça va faire fermer toutes vos entreprises qui font des vélos. Comme ça, vous serez obligé de nous acheter des vélos. Et pour continuer d'avoir de la thune, vous serez obligé de nous vendre votre cuivre au prix que nous, on aura décidé. » Et du coup, tu as des économistes qui ont dit en fait, non, c'est la dépendance. La raison pour laquelle l'Amérique latine est sous-développée, pareil pour l'Afrique, etc., c'est parce qu'il y a un fonctionnement centre-périphérie et qu'en fait, il y a des chaînes de dépendance et que nous, on est dépendant du centre hégémonique et que du coup, structurellement, on ne pourra jamais être un pays développé à moins de devenir un hégémon, et qu'en fait, globalement, c'est niqué, il faut faire la révolution marxiste au niveau international. C'était pas vraiment des révolutionnaires, c'était plutôt des sociodémocrates, mais plutôt plus radicaux que les sociodémocrates actuels, on va dire. Et donc la théorie de la dépendance, elle est née en Amérique latine. Parce que justement, ils étaient en mode merde, pourquoi on est sous-développé alors qu'avant on était fort? Peut-être parce que en fait, la colonisation, peut-être parce que le néocolonialisme, peut-être parce que l'impérialisme, ok d'accord, ça nous touche aussi. Mais en fait, le problème, c'est que la théorie de la dépendance, elle a été tellement battue en brèche parce que déjà, les intellectuels de la théorie de la dépendance, pendant les dictatures, ils se sont enfuis, notamment au Canada. Et ensuite, au retour à la démocratie, comme tu avais le FMI qui les foutait dans la merde, je sais que notamment au Chili, c'était, putain, comment il s'appelait le mec de la CEPAL? On avait un grand intellectuel de la théorie de la dépendance, grand économiste, etc., qui est revenu au Chili, aux affaires, en mode, allez, c'est bon, maintenant on est aux affaires, on va pouvoir mettre en application un autre truc. Il y a même un des théoriciens de la théorie de la dépendance qui est devenu président du Brésil, même si ils se sont retrouvés aux affaires. Ils se sont rendus compte qu'ils bougeaient le moindre petit doigt, ils se prenaient une déflation, enfin une dévaluation de leur monnaie de la part des États-Unis. C'est en mode, ah, mais en fait, on a théorisé à quel point on est niqué. En fait, on est niqué, quoi. En fait, on peut rien faire. Et que du coup, les théoriciens eux-mêmes, une fois qu'ils sont arrivés aux affaires, se sont retrouvés face à l'impasse dans des gouvernements qui ne voulaient surtout pas déplaire aux États-Unis. Parce qu'en vrai, leur gouvernement aurait pu désobéir. Ça aurait mis un petit peu plus de temps à se remettre de la dictature, etc., etc. Ils auraient pu refuser le FMI. Ils auraient pu refuser la thérapie de choc. Bon, ils s'en seraient pris plein la gueule. Mais techniquement, ils auraient pu. Mais sauf qu'en fait, le calcul du gouvernement, c'était bon. On vient de revenir à la démocratie. On s'est pris des dictatures dans la tronche qu'on fait des coups d'état militaires. Si on commence à dire au peuple, attendez un petit peu, il va falloir prendre un petit peu de temps avant de revenir au niveau d'avant-crise, va falloir être encore un peu pauvre, encore un peu longtemps, on va se reprendre une dictature dans la tronche. On va se reprendre un coup d'état. Parce que tu peux pas vendre ça à un peuple. Et du coup, ils ont accepté le deal du FMI. Donc voilà pourquoi ils se font encore avoir. C'est parce qu'ils ont toujours vécu avec ces espèces de contrats sociaux bizarres, mais parce que par terreur en fait du retour à la dictature, avec ce contrat social de tant qu'on suce les États-Unis, peut-être qu'on ira mieux. Et en fait, non, ils vont pas mieux, quoi. Et là maintenant, ils sont contents. C'est plus trop les États-Unis les États-Unis continuent de les sucer, mais maintenant c'est le tour de la Chine. Tiens, maintenant c'est la Chine qui, notamment au niveau des mines de cuivre, de lithium, etc., a beaucoup racheté de mines d'exploitation, de licences d'exploitation, etc. De toutes les mines en fait qui se retrouvent à la frontière en fait Argentine, Chili, Bolivie, il y a une grande richesse minière à cet endroit-là. Et en fait, la Chine a beaucoup racheté de filons en fait. Et du coup, maintenant, c'est la Chine qui les baisse. Bref, l'Ukraine se trouve dans le même rapport avec le FMI. Oui. Cette fois, le pays réussira-t-il à sortir du cycle infernal? Voilà, la voix off, elle a vraiment demandé, est-ce que cette fois l'Argentine sortira du cycle infernal? Non. Est-ce que cette fois ce sera différent? Non, par définition, quand tu poses la question, c'est que tu sais que c'est faux en fait. Voilà plus d'un siècle que la politique économique de l'Argentine fait des allers-retours. Entre démocratie et dictature, entre une économie surprotégée par des droits de douane et un système... Mais comment ça surprotéger? Juste protéger? Comment ça surprotéger? Avoir des droits de douane, c'est la base. Je sais que dans la tête des Allemands, là, débiles, qui sont la liberté, l'ordolibéralisme, etc., c'est absurde, mais les droits de douane, c'est la base pour protéger une économie, pour garantir que, en attendant, les droits de douane te protègent et te permettent d'industrialiser de ton côté, de faire ce qu'on appelle des ISI, des investissements, de l'industrialisation par substitution aux importations. C'est-à-dire que tu industrialises pour remplacer les importations que tu importes moins, vu que c'est plus cher, vu qu'il y a des droits de douane. C'est logique, le protectionnisme. Surtout quand tu es un petit pays.
et que t'as beaucoup de richesse. Ah, maintenant c'est génial, ils ont plus de droits de douane, mais par contre t'as les taux de change qui font que c'est quand même ultra cher. Genre c'est super, on a remplacé les droits de douane par le taux de change, bah génial. On a remplacé un dispositif légal par une réalité mathématique que on n'avait pas la thune d'acheter quoi. Ces dernières années, elle a encore connu des changements brutaux. Avec un secteur industriel à géométrie variable et des entreprises publiques privatisées, puis renationalisées. Et pourquoi il y a toujours ces allers-retours? Pourquoi on peut pas imaginer qu'il puisse y avoir une stabilité un peu à la française, tu sais? Il y a eu des privatisations, mais on garde quand même une certaine stabilité, même si bon, avec Macron, on est en train de tout liquider, mais bref. Pourquoi on peut pas imaginer une certaine stabilité? Que même si tu privatises ici et là, que tu renationalises ici et là, etc., que le développement industriel reste stable. En fait, c'est parce que tout ce que je vous expliquais de tous les capitaux étrangers qui ont pris leurs petites pattes et qui ont grappillé sur l'Argentine, en fait, ça fait que t'ajoutes à ça la corruption, t'ajoutes à ça en fait, il y a une encore plus grande pression à dès qu'il y a un gouvernement de droite, dès qu'il y a un gouvernement libéral, à pas juste reprivatiser quelques petits trucs, mais tout reprivatiser. Donc c'est aussi le truc où, par définition, t'as pas de stabilité, mais c'est aussi parce que t'as tous les intérêts en fait extérieurs, t'as tous les intérêts capitalistes extérieurs qui viennent encore plus pencher la balance et encore plus déséquilibrer ça, quoi. De plus, le pays reste très dépendant des variations du cours des matières premières et des soubresauts de l'économie internationale. Variation du cours des matières premières dont ils ne peuvent pas définir les prix, puisque, encore une fois, je renvoie à la théorie de la dépendance, toute la théorie des coloniales en règle générale. La valence inégale des taux de change, un truc comme ça, où à partir du moment où t'es un petit pays, c'est pas toi qui décides en fait, parce que t'as besoin de vendre tes trucs. Du coup, je sais pas, les États-Unis à qui tu vas vendre ton cuivre, ils vont dire ah non, en fait, j'ai pas envie de l'acheter à 1000, je vais te l'acheter à 500. L'Argentine en mode ah mais non, mais t'es méchant. Je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Et les États-Unis qui disent bah non, tu peux pas le vendre à quelqu'un d'autre. J'aurais dit de pas t'acheter. J'aurais dit d'acheter qu'à moi. Et d'ailleurs, je vais leur faire passer le mot de ne te l'acheter qu'à 1000. Du coup, tu pourras pas décider combien tu le vends parce que toi t'en as besoin. Si tu me le vends pas, t'es pauvre. Globalement, tu te fais raquette par les gros pays. Faut pas créer l'OPEC, l'organisation des pays exportateurs de cuivre. Tu rigoles, hein, mais la création de l'OPEP, ça a été aussi une stratégie de déstabilisation du nouvel ordre économique international où en gros, t'avais tous les pays récemment décolonisés, tous les pays du Sud en fait, dans la veine du tiers-mondisme, des trucs comme ça, etc., qui de fait se mettaient à avoir un droit de vote supérieur à celui de l'Occident à l'ONU. Du coup, ils se sont organisés notamment dans des commissions économiques, et c'est tout le truc du nouvel ordre économique international, etc. Si je me souviens bien de mes cours de relations internationales, en gros, la création de l'OPEP, c'était aussi une stratégie pour diviser les pays du Sud entre eux, pour diviser leurs intérêts en disant « Ah non, mais vous avez du pétrole, donc on peut un peu plus discuter avec vous, contrairement aux autres pays qui n'ont rien, tu vois, alors qu'on a juste du diamant, mais bon, ça c'est autre chose, le diamant. Et puis, oh, alors qu'on a du cuivre, mais ça c'est autre chose, le cuivre. Non, le pétrole c'est bien, on a besoin de vous, le pétrole, et surtout, commencez pas à faire pression sur les pays du Nord en augmentant les prix du pétrole, s'il vous plaît, on va vous garder dans notre poche. Et surtout, ne commencez pas à aligner vos intérêts avec ceux des pays du Sud, vous êtes de notre côté. Donc en vrai, la création de l'OPEP a été un peu instrumentale dans la division aussi. J'étais pas en train de dire non plus qu'il y avait un mouvement révolutionnaire contre-hégémonique des pays du Sud non plus. Hein. C'était juste globalement qu'ils pouvaient voter ensemble à l'ONU. Hein. Ils n'avaient toujours pas le Conseil de sécurité. Mais voilà. En gros, l'OPEP était divisé entre les nations anti-impérialistes voulant transformer un mouvement progressiste et ceux qui voulaient un truc réactionnaire, l'Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. Et en gros, on les a mis tous ensemble pour être sûr qu'ils fassent pas trop de conneries avec notre pétrole quand même. Hein. Voilà pourquoi l'Argentine demeure, comme au 19e siècle, tributaire des recettes de ses exportations agricoles, principalement le soja de nos jours. Un modèle qui s'accompagne d'une forte dépendance climatique. La production agricole argentine est entièrement fondée sur l'exportation. Et pendant ce temps, on voulait faire un accord de libre-échange avec l'Argentine pour importer du bœuf argentin, alors qu'eux-mêmes peuvent pas le bouffer eux-mêmes, leur bœuf. Genre, c'est quand même... c'est dinguerie, quoi. Ah, c'est génial, on va importer en masse du bœuf argentin, comme ça on va encore plus intensifier la pression sur les terres. Bah génial. Roberto a voté pour Milei, car la sécheresse n'est pas sa seule préoccupation. Ouais, comme son père et son grand-père, il paie à contre-cœur de lourds droits d'exportation sur ses produits agricoles. Oh, peut-être que t'aurais pas à les exporter si l'Amérique latine pouvait. Des recettes fiscales qui financent le modèle social argentin. 30% de la population argentine vit dans la région de Buenos Aires. C'est la folie. Et d'une manière ou d'une autre, ce sont les provinces agricoles qui doivent financer toutes les infrastructures et tous les services nécessaires à la mégalopole. Ça, c'est un truc très états-unien qu'ils ont en Argentine. L'Argentine, on sait pas beaucoup, c'est un pays fédéral. Et du coup, t'as beaucoup cette rhétorique. D'ailleurs, c'est pour ça que le Sénat a un poids aussi énorme, en fait. C'est parce que, bah oui, vu qu'il y a une grosse concentration, notamment autour de Buenos Aires, ça donne un point politique démesuré à Buenos Aires qui est beaucoup plus libéral que le reste du pays. Et du coup, ils ont le même truc un petit peu de oh là là, les États ruraux payent pour les libéraux des centres-villes, c'est n'importe quoi. Enfin, ouais, donc voilà, donc vous avez ce truc un peu très à l'américaine aussi à ce niveau-là. Pendant sa campagne, Javier Milei s'était engagé à revoir ses contributions à la baisse afin que les agriculteurs dégagent des marges plus importantes.
Mais ces annonces restent pour l'instant lettre morte. Oh, ah bon? Attends, il avait promis aux agriculteurs que ça irait mieux, mais il a pas fait ce qu'il avait promis? Et il s'est juste concentré sur le fait de rendre les pauvres encore plus pauvres et de couper dans les dépenses. Mais non. Putain, j'ai hâte de voir combien il s'est mis dans les poches, ce fils de chien. Pour moi, il faut ouvrir le marché pour que nos productions soient réellement au même prix que celles de n'importe quel autre pays. Bah non, parce que les Argentins, ils ont pas la thune de l'acheter ta viande. Faudrait peut-être que tu te concentres sur le fait que tu puisses donner à bouffer à ton peuple avant de te dire « Ah, on va pouvoir nourrir les Français et nous producteurs à nous alors ?» Non mais attends, mais va niquer ta mère à un moment. Partout les agriculteurs de droite. Hein. En 2012, la biochimiste Raquel Chan a mis au point la première variété de soja au monde résistante à la sécheresse. Aujourd'hui, le plan d'austérité imposé par Javier Milei touche durement l'Institut de la chercheuse. Tu veux dire qu'elle a mis au point un soja qui pourrait un petit peu être plus résistant, etc. Qui peut servir aux capitalistes, hein, by the way. Mais ça, c'est toujours le truc d'Arte. Quand il y a un truc qui est bien, c'est que ça peut servir aux capitalistes. Et du coup, il a dit « Ah ben non, coupe, tant pis ». Les jeunes ne voient pas d'avenir ici. On n'est pas un modèle pour eux. On travaille beaucoup et on souffre beaucoup. Le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase quand j'étais en Argentine. Milei a choisi de miser non pas sur les technologies de pointe, mais plutôt sur le pétrole et le gaz. Oh bah tiens! Que des trucs qui peuvent servir à engraisser les nations du Nord, parce que comme ça, génial, on va avoir du pétrole à pas cher, une nouvelle réserve, parce que quand même, le Moyen-Orient, on n'est plus trop sûr. Hein. Oh là là, allez, filez-nous du pétrole, vous, hein, en attendant. Allez, mes petits chiens, là, voilà. Encore une fois, la solution de l'Argentine, enfin la solution de la droite argentine, parfois un peu de la gauche, mais surtout de la droite argentine, c'est de dire, je vous propose, on devient les chiens des États-Unis, comme ça, on leur vend des trucs pour pas cher et on se laisse piller. C'est un truc qui s'appelle le paradoxe de l'abondance, je crois. Pareil, à la base de la théorie de la dépendance, c'est paradoxalement les régions les plus riches en matières premières sont celles les plus pauvres. Ah bah tiens, on se demande pourquoi. Le Congo, c'est un exemple typique de cette malédiction. Voilà, la malédiction des ressources, c'est ça, la malédiction de l'abondance. La malédiction de l'abondance. Il accorde de généreux avantages fiscaux à ces secteurs pour attirer des investisseurs étrangers. Pour attirer des investisseurs étrangers. C'est vraiment sa solution, c'est de devenir la pute du monde entier, quoi. Enfin, la pute du Nord, du coup, la pute de l'Occident, quoi. En janvier 2025, Milei se rend au Forum économique mondial de Davos. Venu pour présenter un plan de modernisation de l'industrie, il commence par s'en prendre aux journalistes. Vous êtes vraiment bouché pour me poser toujours les mêmes questions débiles. Ah bah oui, parce que les journalistes lui demandaient pourquoi sa police était en train de tabasser des manifestants dans son pays. Oh là là, élevez un peu le niveau intellectuel, s'il vous plaît. À la tribune, il attaque ce qu'il appelle l'élite woke gauchiste. Parce que rappel, hein, il était libertarien de base. Hein, il disait oh là là, moi je parle du fait que je baise, et puis de toute façon je veux la liberté économique. Moi c'est la liberté sexuelle et la liberté économique. Mais surtout la liberté sexuelle de violer des meufs, hein, pas de transitionner. Hein. Rappelle l'Argentine qui a été un des pays au monde qui a été les premiers à mettre en place une loi sur le changement de sexe à l'état civil. Maintenant, la mention de sexe à l'état civil en Argentine, la loi dit que l'État est tenu de changer tous tes papiers. Hein, c'est pas toi qui dois réclamer auprès de la Sécu de faire changer ta carte vitale, etc. dans les 72 heures. Ça a été un des pays pionniers dans les droits trans. Bon, l'avortement, ils ont mis un peu de temps. C'est les paradoxes de l'Église catholique. Ils avaient oublié que les trans existaient, du coup, hop, on les a eu sur les trans, mais ils se rappelaient que les femmes existaient et que voilà, c'est compliqué globalement. Enfin, encore une fois, faut se décentrer du fait que d'abord les droits des femmes, ensuite les gays et ensuite les trans. En Argentine, ça s'est fait un peu à l'envers. C'est d'abord le mariage gay, ensuite les trans, et ensuite les femmes, on verra. Mais bien sûr, mais en fait, le fameux libéral libertaire, il a rien de libertaire. C'est surtout un libéral autoritaire, en fait. Genre, c'est vraiment le pire mensonge. Oh là là. 3 nulos dans des universités, on devient des élites mondiales. Mais de fou! C'est rageant. J'aimerais tellement être le lobby international, mondial, etc. Ce serait stylé. On aurait des rencontres internationales du lobby woke, etc. Non, à la place, on doit payer des Flixbus pour faire des conférences chiantes entre 3 marxistes qui réfléchissent de comment queeriser l'écologie, quoi. Bravo. Migration, avortement, écologisme ou idéologie du genre sont parmi d'autres les têtes d'une même créature. Avortement. Rappelle que l'Argentine venait à peine de légaliser l'avortement sous Fernandez, je crois, donc un peu pré-Covid, 2010, je sais plus. L'Argentine a gratté son droit à l'avortement ultra récemment, et bah, je crois que c'est post-Covid, ouais, 2022, un truc comme ça. Et bon. Arte, c'est pas du tout biaisé comme chaîne, c'est quand même l'Allemagne et la France qui nous ont fait un média depuis la chute. Mais en fait, Arte, non. De mon expérience d'avoir beaucoup réact à des documentaires Arte, les documentaires Arte allemands sont nuls, en mode centriste. Il faut écouter les deux côtés, notamment quand ça parle des trans. Alors là, t'inquiète pas qu'ils invitent toujours le même penseur anti-trans, le même psychiatre anti-trans, etc. à la con allemand. Là, je me rappelle de sa tête par cœur. Mais les documentaires Arte français ont un peu plus de parti pris, assument davantage leur parti pris. Donc parfois, c'est full de droite, mais souvent, ça peut davantage se permettre aussi d'être full de gauche. Rendez sa grandeur à l'Argentine! Vive la liberté, bordel! Mais qu'est-ce que la liberté a à voir avec tout ça?
Ce discours en a surpris et agacé plus d'un. Mais je crois que ce discours est très important parce qu'il s'agit de valeurs. Milei n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qui lui chante, dans sa sexualité comme dans tous les autres aspects de sa vie, pourvu qu'il n'empiète pas sur les droits d'autrui. Bah, il empiète sur les droits d'autrui. Genre vos trucs, ah, ma liberté s'arrête, comment celle des autres? Mais quand t'es littéralement le président, ta liberté s'arrête très vite, du coup, en fait. Parce que quand t'es à la tête d'un État, c'est littéralement toi qui dois décider de quelle liberté est allouée à qui. Et quelle liberté tu vas réduire à qui? Par exemple, réduire la liberté aux ultra-riches de aller planquer leur argent et de ne pas payer l'impôt. C'est qui le vieux? C'est un vieil économiste libéral, marginal en Argentine, parce que globalement en Argentine, ils sont plutôt de gauche en vrai à l'université, qui fait partie d'un petit club céleste d'économistes libéraux qui croient qu'ils ont raison, et c'est un suceur de Milei globalement. C'est que ça veut rien dire empiéter sur les libertés des autres. Non, les choix politiques sont par définition des choix de contrainte et de coercition. La question c'est, moralement, sur qui doit peser la contrainte et la coercition et pour quel but? Quel but de société humaine? C'est ça la question, numéro 1. Nous retournons voir José Michael. Ses travaux n'ont guère avancé et la reprise économique tarde à venir. Pourtant, il se dit satisfait de l'action de Milei. Oui. Il n'y a pas trop d'instabilité sociale. Il n'y a pas d'instabilité sociale? Tu te fous de la gueule de qui? Ta pauvreté est une instabilité sociale, déjà d'une. Ensuite, il y a des petits vieux qui se font tabasser en manif. Par ici, la population n'est pas très politisée. Elle ne descend pas manifester. Mais en fait, c'est ça, quelqu'un qui me posait la question du vote pour Milei, etc. Globalement, c'est une bonne partie de la classe ouvrière qui n'est pas organisée par les syndicats et la bourgeoisie. Lui, la raison pour laquelle sa vie s'est améliorée de jour en jour, c'est grâce à la municipalité de centre-gauche de Buenos Aires, en fait. Genre, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que genre, c'est pas Milei qui a amélioré tes conditions de vie et les conditions de vie dans la Villa 31. Tous les travaux de modernisation, tous les travaux qui permettent l'intégration progressive à la ville, etc., en associant les comités de quartier, les trucs comme ça a été fait par le centre-gauche. Et ok, je veux pas sucer le PS argentin, bordel. Enfin, c'est pas le PS, c'est les justicialistes, mais vous avez compris. Je veux pas sucer les péronistes de gauche, mais putain! Genre, allô, sa vie quotidienne, c'est la région et la municipalité qui te... Paco Olvera voit les choses bien différemment. Le prêtre vit modestement dans une maison en tôle. On est dans une société de plus en plus individualiste. Une société qui penche de plus en plus vers la droite, dans le monde entier. Et une société, surtout en Amérique latine, où les démocraties n'offrent pas de solution. Le prêtre, ça paye pas bien dans une société conservatrice, mais c'est pas... Enfin, déjà, lui, c'est un prêtre ouvrier, en fait. Déjà, c'est un prêtre de gauche dans une congrégation de gens pauvres. Donc, bah non, il est pauvre, quoi. Et pourtant, une partie des impôts argentins, il finance le Vatican, rappel. Milei dit que la justice sociale, c'est de la merde. Que la justice sociale, c'est du vol. Eh bien, dans ce cas, je fais partie d'une bande de voleurs. Parce que mon patron, c'est Jésus. Et je tiens à en faire partie parce que je veux changer cette réalité. Oui, la bande de voleurs. Précisément en faisant tout le contraire de ce que prône Milei. Non, mais la religion hors de nos luttes, en fait, franchement, la religion, vraiment, c'est obscurantiste, c'est contre-révolutionnaire. Encore une fois, hein, les héritiers de la théologie de la libération, quoi. Javier Milei a creusé les divisions au sein de la population argentine. Une manifestation de Il a changé les lois pour autoriser la police de violenter les manifestants. retraités a dégénéré. Les participants ont été rejoints par des supporters de foot ultra, déclenchant une intervention violente des forces de l'ordre. Oui, c'est à cause des supporters de foot que les forces de l'ordre sont intervenues, bien évidemment. Oui, les manifestants, ils ont été rejoints par des casseurs. Parce que du coup, tu peux pas trop dire les casseurs en Argentine, parce que globalement, tout le monde casse, y compris le petit vieux qui milite pour sa retraite. Mais du coup, voilà, c'est les supporters de foot, c'est les ultras. Voilà, c'est la faute des ultras, du coup, voilà. Bah oui, bah désolé, mais les supporters de foot, ils sont de gauche aussi, quand même. C'est dans cette atmosphère chauffée à blanc que commence la phase décisive du mandat de Javier Milei. La phase décisive, ça veut dire le moment où il va finir full fasciste. C'est sur la scène politique, au Parlement, que va se décider le destin de l'Argentine. Mais ah bon? Milei, il est déjà passé plusieurs fois en force contre le Parlement. C'est au Parlement que ça... Ok, d'accord. La réussite du projet de la liberté de Javier Milei dépendra aussi de sa capacité à réconcilier le pays, plutôt qu'à le désunir. Bah oui, Milei. Bah oui, Javier. Janvier, pourquoi tu ne peux pas réconcilier le pays au lieu de le désunir? C'est pas bien de désunir le pays, hein. Tu as beaucoup divisé ton pays. Est-ce que tu peux
est-ce que tu peux réconcilier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux réconcilier ton pays, s'il te plaît, Milei? Parce que là, moi, je suis pour que tu fasses du libéralisme, mais faut quand même que tu sois gentil en le faisant, s'il te plaît. Arte, hein. Arte, hein. Et du temps que lui accorderont les Argentins pour cela. Donc ça dépend du fait que Milei arrive à réconcilier le pays et de la patience des Argentins quand même. Hein. Faut que les Argentins soient un peu patients quand même. Hein. Ça met du temps à avoir des résultats économiques, vous savez. Donc laissez-lui un petit peu le temps de vous réconcilier, s'il vous plaît. Si. Soyez un peu plus gentils. Allez, tout le monde se réconcilie. Hein, nous sommes allemands. Ah, c'est raisonnable avec les fascistes, les Argentins. Mais oui, de fou. En vrai, il y a des trucs qui sont intéressants dans le docu. Ça nous a permis de faire plein de tunnels et un bon retour un peu sur, bon, qu'est-ce qui se passe en Argentine? C'est quoi les bails de Milei? Même s'il y a beaucoup de choses qui ont été laissées de côté. Notamment de ces affaires de corruption à lui-même, à Milei. Hein. Aux conséquences déjà observées sur l'industrie argentine qui s'effondre parce que les Argentins ne peuvent plus acheter ce que l'Argentine produit. Imagine, tu regardes le docu sans regard critique. En fait, moi, c'est ça qui me fait chier avec Arte, quoi. C'est tellement gentil, quoi. C'est là que je suis content, quand même, de faire ces reacts où je peux aussi injecter les trucs sur la théorie de la dépendance, les machins que j'ai appris, moi, quand j'étais en Argentine, les trucs en plus, etc., de rajouter de ça. Parce que, sinon, on serait en mode, oh là là, vraiment, c'est très la polarisation. Et la polarisation, c'est pas bien parce qu'il faudrait de la démocratie. Et la démocratie, c'est important parce qu'il faut parler entre nous. Et il faut de la liberté, quand même. Mais attention. Il faut pas taper sur les manifestants, même si c'est un peu la faute des manifestants qui viennent casser des trucs, là. Bref. Mais voilà, Milei est réprimé par les Argentins. Ah oui, de fou. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. On va s'énerver sur beaucoup de docu Arte cet été. Sur ce, les gens, merci beaucoup, bonne nuit et ciao. À la prochaine. Merci beaucoup. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.